Bonjour à tous et bienvenue dans le port de Sadikos. Aujourd'hui, on va découvrir un croiseur français. Comme vous l'avez compris certainement, l'Émile Bertin, donc le croiseur de tiers 5 de l'arbre technologique. Un formidable petit bijou pour moi, à mes yeux. C'est un navire extrêmement fun à jouer, comme j'ai essayé de vous le démontrer. Pour l'heure, on va déjà commencer par raconter un petit peu son histoire. Il a d'abord été baptisé du nom de l'ingénieur de génie maritime Louis-Émile Bertin, et ses caractéristiques ont inspiré son successeur dans l'arbre technologique français, la Galissonnière, et les navires de cette classe, dont le Gloire et le De Grasse, lequel De Grasse est aussi dans mon port, le voici, le voilà. Donc, ces deux navires, les navires de cette classe de la Galissonnière, se sont inspirés directement de l'Émile Bertin, que voici, que voilà. Il est armé de 9 pièces de 152 montées en 3 tourelles triples, que vous voyez, 2 devant, une derrière. Voilà. Et à l'époque, c'était une petite révolution pour des croiseurs légers. Des croiseurs avec des tourelles triples, c'était assez original. Il disposait comme artillerie secondaire de 4 pièces de 90 mm en affût double, ce qui n'est pas mal non plus, et de 2 pièces simples. Alors il déplaçait 5886 tonnes. Ces machines développaient 102 000 chevaux et il pouvait atteindre 34 nœuds en service normal. Ceci dit, dans le jeu, il est affublé d'un 41 nœuds assez magique d'ailleurs, vitesse qu'il a réellement atteint, mais durant sa période d'essai, alors qu'il avait probablement pas tout le poids de son armement sur le dos. Il est d'une longueur de 177 mètres, ce qui n'est pas excessivement long pour un croiseur, et il a un tirant d'eau de 5,44 m, voilà. C'est de l'époque le croiseur français le plus rapide qui n'ait jamais été construit. Alors, historiquement, donc à partir de 1933, puisqu'il s'est lancé le 9 mai 1933, jusqu'en 1939, il va surtout servir en Atlantique, où il va être le navire amiral d'une flottille de contre-torpilleurs. 12, pour être précis, 12 contre-torpilleurs. À cette date, c'est-à-dire en 1939, il va être employé pour une mission secrète, puisqu'il va aller à Beyrouth, au Liban, pour aller chercher l'or de la Pologne, qui s'apprête à être envahi par l'Allemagne. Et il repatrie cet or de Pologne, donc de Beyrouth, à Toulon. En 1940, il opère avec la Home Fleet lors de la campagne de Norvège. Je rappelle que cette campagne de Norvège, qui est en fait une triple campagne, fut en fait l'assaut des Allemands sur la Norvège, et qu'à ce titre, il eut à affronter un certain nombre de forces. Son rôle en tant que navire amiral de flottille de contre-torpilleurs fut surtout d'escorter les convois, d'abord les convois de renfort, puis ensuite les convois lorsqu'il s'agissait d'évacuer, les convois d'évacuation, je vais y arriver. Il sera malgré tout endommagé par une bombe d'avion. En mai 1940, il reçoit à nouveau un ordre, c'est cette fois d'évacuer l'or de la Banque de France. Donc il va à Brest et il embarque 286 tonnes d'or fin. Et le 10 juin, il part pour le Canada. 10 juin 1940, il se dirige vers la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Mais là, il se heurte à la bureaucratie anglaise qui cherche en fait ordre de l'amirauté anglaise et qui veut absolument l'interner. C'est un navire d'une force qui est sur le point d'être envahie. Les Allemands sont en train d'investir la France. Et pour Churchill et pour l'amirauté anglaise, il s'agit effectivement
de s'assurer de tous les navires de guerre qui peuvent passer dans le camp de l'ennemi. Donc, il va réussir à échapper à cet internement, et Dardar, avec son or, il part vers la Martinique. Là, il est plus ou moins surveillé, on va dire escorté, surveillé, par le croiseur anglais Devonshire, mais il rejoint le fort de France, et l'or est stocké là-bas, en Martinique, jusqu'à la fin de la guerre. Il va séjourner dans la baie de Fort-de-France avec le porte-avions Béarn, et qui est chargé de 106 avions, et le croiseur léger Jeanne d'Arc. Ces 3 navires seront désarmés en 1940 jusqu'en 1943, en juin 1943, et là, au mois de juillet 1940, il échappe de peu à la destruction, car il faut savoir que les Anglais, Churchill avait demandé à l'Amirauté d'appliquer le plan catapulte. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agissait pour les Anglais, je vous l'ai dit, donc j'en ai déjà un tout petit peu parlé, de s'assurer que la flotte française, qui était devenue la flotte d'une puissance vaincue, ne risquait pas d'être passée à l'ennemi et ne risquait pas de se mettre au service de l'Allemagne nazie. Donc le plan catapulte va viser à immobiliser la flotte française où qu'elle se trouve, et c'est ainsi qu'il va y avoir l'opération de Mercel-Kébir et l'opération en Martinique qui visait à détruire les navires qui étaient en Martinique. Et il faudra une intervention personnelle du président américain, Franklin Delano Roosevelt, qui va demander de surseoir à cet ordre, au moins pour les Milbertins et les navires en Martinique. Et les Milbertins vont s'en sortir comme ça. Néanmoins, à cause de cette présence des navires français, dont on ne savait pas dans quel camp ils étaient encore, et à cause de la présence de l'or en Martinique, les Américains et les Anglais vont commencer un blocus de la Martinique, et les Milbertins vont rester au mouillage, et on commencera même à le désarmer en 1942. Mais avec l'occupation de la zone sud et le sabordage de la flotte de Toulon, cette fois l'amiral qui était à la tête, c'était l'amiral Robert, qui était à la tête de cette flottille, va décider de rejoindre le camp des Alliés et de se rallier à la France libre. Dès lors, l'Émile Bertin est amené aux États-Unis, à Philadelphie, et il va subir un profond remaniement, puisqu'on va l'équiper de sonars, de différents radars, mais on va museler ses installations aéronautiques et surtout on va virer ses tubes lance-torpilles. On va par contre doper son artillerie anti-aérienne avec 20 canons de 20 mm à la place des canons 37 et des mitrailleuses de 13 mm d'origine. On vire donc tout ça et on met à la place 20 canons et surtout 16 canons de 40 mm en affût quadruple. C'est assez phénoménal. Le navire d'Émile Bertin il y avait des installations de mouillage de torpilles. Je ne sais pas si on va les voir là. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Probablement les rails ici. C'est viré, c'est définitivement viré, mais on sent qu'il y avait quelque chose là à l'arrière pour le mouillage de torpilles. Cette fois, on enlève ces installations de mouillage de torpilles qui n'avaient jamais été utilisées et qui seront débarquées, qui sont considérées comme totalement inutiles. À ce moment-là, il va rejoindre la Méditerranée et il participe aux opérations d'appui naval lors des débarquements en Italie tout d'abord, puis en Provence. Et il ira bombarder les positions allemandes le long de la côte italienne. À la fin de la guerre, il va quitter Toulon en octobre 1945 pour l'Indochine et il va contribuer à plusieurs opérations, notamment le débarquement du Tonkin. Et à cette occasion, il va même accueillir à son bord la rencontre entre l'amiral Thierry d'Argentlieu et Ho Chi Minh. On est le 24 mars 1946. Il regagne Toulon le mois de juillet 1946 et en 1947, il s'en va chercher les cendres du général Leclerc, qui est l'un des héros, pour pas dire le héros militaire français de la Deuxième Guerre mondiale, mort en Afrique du Nord. Son avion s'y était écrasé. Et il va chercher les cendres et le ramène. Les cendres du général reposent au Panthéon militaire, à l'hôtel des Invalides.
Pour ce qui est de l'Émile Bertin, il va finir sa carrière au quai à Toulon comme bâtiment-école en 47, puis il va jusqu'en 52. Il va être utilisé comme cible, oui, comme un bateau cible, avant d'être totalement désarmé et définitivement retiré du service en 1959. Voilà pour l'historique de l'Émile Bertin. Alors, que dire sur un plan technique? L'Émile Bertin, pour moi, c'est le meilleur croiseur de tier 5. Pourquoi? Les plus d'abord de l'Émile Bertin, incontestablement. Bien sûr, ces torpilles, qui sont quand même des torpilles qui font très mal et qui portent à 9 km, des torpilles assez rapides, à 60 nœuds. C'est 2 sets de 3, donc torpilles. La vitesse, c'est pas banal d'aller à 41 nœuds, c'est quand même assez rapide. Ça vous permet une relocalisation, je vais y arriver, assez sympa. La portée 14-9 km est aussi un atout intéressant. Néanmoins, je conseille, si vous tirez à la limite de votre portée, de tirer essentiellement à la HE. Les AP ont tendance à s'écraser quand vous tirez trop loin. Quand vous êtes à mi-distance, c'est-à-dire aux alentours de 10 km, là, les AP peuvent faire très mal. L'AP française est assez redoutable, hein, il faut le reconnaître. Les moins, alors, il y a un autre atout qui au départ pourrait être considéré comme un moins, c'est le blindage. Le blindage espacé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit pour l'Émile Bertin, le problème du blindage, c'est que, comme vous le voyez, ce navire n'a absolument pas de citadelle. Voilà. Donc, si vous lui faites du dégât, vous allez essentiellement, en tirant la paix dessus, vous allez essentiellement faire de la surpénétration. Et puis, c'est tout. Par contre, si vous tirez de face, l'obus passant au travers et sur toute la longueur va vous faire des dégâts. Et là, vous allez choper vous avez des chances de choper la citadelle, ou en tout cas de dégommer un Émile Bertin beaucoup plus facilement. Alors, bien sûr, c'est un moins aussi. Le blindage est assez limité, mais c'est un croiseur léger qui mise tout sur la vitesse, donc forcément. Les 152 ne sont pas non plus extrêmement, comment je vais dire, elles font pas des ravages. Elles sont méthodiquement, c'est pas des gros coups de poing américains, c'est clair. Néanmoins, vous faites d'honnêtes dégâts avec même si je considère que ça peut être autant un plus qu'un moins. Le reload est aussi un moins chez ce navire. Il reload de mémoire. Alors on va pas faire de mémoire parce que ça évitera de dire des bêtises. Le reload de l'Émile Bertin, 12 secondes 6. 12 secondes 6, c'est vraiment très très peu. En ce qui concerne son plus, on finit avec sa maniabilité. Il a un temps de basculement de 7 secondes, ce qui est correct. 670 mètres sur le courbe de giration, c'est très correct. Il ralentit très vite, il est excellent pour ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop sa dissimulation. 12-6, je trouve qu'elle est un peu à son désavantage, il est quand même vu d'assez loin. Nous avons fait le tour, techniquement, historiquement du navire. Maintenant, on va passer en bataille. Et là, je tiens à vous avertir, le son ne sera peut-être pas aussi bon qu'il ne l'est maintenant. Je tentais des enregistrements, je tentais plusieurs choses, parce que j'ai un problème avec mon logiciel de capture. Donc, il est possible que le son soit un petit peu moins bon du fait que j'ai changé le logiciel de capture. Et ça risque de se ressentir, je m'en excuse. Donc, moi, c'est assez compréhensible. Mais la voix risque d'avoir un tout petit écho. Je m'en excuse encore une fois. On essaye d'améliorer ça le plus vite possible. D'ici là, je vous souhaite une bonne bataille malgré tout. À mon avis, elle vaut le coup. A tout à l'heure. Voilà, nous sommes partis. Nous sommes en bataille de tier 6, grosso modo. Donc, les tier 6 se font faire la loi dans ce jeu. Le fait que je sois en tier 5 ne me contrarie pas plus que ça. Émile Bertin a largement les moyens de faire valoir sa force contre des adversaires de tier 6, même s'il faudra être quand même très méfiant, parce qu'il y a quand même quelques clients qui peuvent faire beaucoup de mal. Donc pour l'instant, je regarde comment la partie
se développe. Le problème, c'est que effectivement, il semble que l'équipe est en train de se couper en deux parties, mais sans y aller franchement. Mais bon, grosso modo, on a quand même l'impression que l'équipe va plutôt sur la gauche de la map, notre gauche, donc en ligne C et D, mais plutôt vers les points, les colonnes 3 et 4. Moi, je suis repéré, donc ça signifie, là, c'est une carte extrêmement petite. Hein. Ne vous laissez pas prendre au fait que, je sais pas, là, c'est le Congo qui m'a tiré dessus. Donc j'accélère. Là, c'est plus le Congo. C'est probablement un croiseur allemand vu le reload. Et voilà, c'est le Nuremberg qui m'a tiré dessus. Ce qui n'est pas un bon choix. Il va falloir que je lui explique qu'il n'a pas raison. Donc là, je tourne. Ça ne sert à rien de partir en première ligne, surtout avec un ennemi Bertin. Donc je vais être passablement repéré. Alors je sors déjà. Il faut que je sorte déjà de la ligne de tir du Nuremberg qui peut me faire très mal. Je n'ai pas le reload pour lui tenir tête. Par contre, le Congo, je vais essayer de lui expliquer le code. Alors là, je vais basculer de l'AP. Je fais encore un tir à l'AP sur le Congo. Un petit 2000 quand même, sympathique. Et là, je suis passé à H. Il s'agit d'utiliser une des forces des navires français, c'est... Là, j'ai pas fait de dégâts. Trois ricochets, un ricochet, pardon. Donc la force des navires français, c'est les capacités de mettre des incendies. Donc je reste, comme je vois que le Congo est rentré dans un nuage de fumée et que je sais qu'il y a le Gai 2, vous voyez, tout de suite, un incendie, voilà, ça c'est bien. Donc je sors de là et mon propos va être de partir avec les cuirassés qui sont en train de partir dans cette ligne. Il y a 3 cuirassés, 3 alliés à moi, il y a le Congo ici, il y a le Koenig qui a déjà pris très cher, et il y a un Numex. Donc je vais aller avec eux, parce que quand on est en Émile Bertin, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être vraiment en support des cuirassés, et tirer, faire leur... joindre vos canons au leur, pour tirer de préférence sur la même cible, ce sera encore meilleur. Là je suis encore repéré, mais j'ai vu qu'il y avait le Nuremberg, donc j'ai pas oublié qu'il pouvait me faire très mal. Et là il boum, le Koenig sort, terminé. Toujours repéré, donc je cherche le Gai 2, donc je vais passer en première ligne, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Je joue sur le fait que la furtivité peut m'aider, et que le Congo est plutôt occupé à tirer sur les autres cuirassés. C'est aussi pour ça que je suis avec les cuirassés, parce qu'ils préfèrent viser des cibles plus faciles que de viser un croiseur trop furtif et trop rapide et trop mobile. Le Gai 2 s'est fait sortir, mais je suis toujours repéré. Donc je regarde ma ligne de détection et je m'aperçois que c'est probablement le Fuchun qui me repère sans même s'en rendre compte d'ailleurs. Donc je vais partir derrière l'île, toujours en première ligne de mes cuirassés, sachant que le Koenig vient de se faire sortir. On n'a plus que 2 cuirassés sur cette aile. On mène 4-3, c'est pas mauvais. Là je ralentis énormément, parce que je me doute bien qu'il va y avoir une salve. Je parie sur une salve de l'Omaha. Donc c'est pas qu'elle me ferait mal, mais bon. Voilà, go. Il arrive quand même à me toucher, mais je pense que c'est l'Omaha. Mais voilà, il y a le Fuchun. Fuchun qui s'est mis dans sa smoke, donc forcément, il me voit parce que l'Omaha me voit. Donc il faut que je m'en aille très vite. Les torpilles du Fuchun peuvent me faire mal, c'est des torpilles en eau profonde, donc elles peuvent me choper. Même si j'ai un tir en eau assez bas. Et là, je vais relancer voilà, des torpilles à nouveau dans la smoke.
J'ai pas encore percuté que Fuchun était un bon joueur, enfin qu'il restait pas dans la smoke et qu'il était suffisamment mariole pour ne pas prendre le risque de se faire allumer dans sa propre smoke. Ça c'est le Kongu, mais il m'a loupé. Il est empalé dans le bord de map, hein. On le voit pas, on le devine, mais il a peut-être la première dans le bord de map, il avance pas. Donc pour l'instant, c'est pas bon propos. Il a que 2 voire 4 tours, 3 tourelles. Mais il est occupé par les cuirassés. Torpille à midi. Donc c'est un mauvais tir, tout simplement. Enfin, Loma a intelligemment tourné. Loma est très mobile. Mais moi aussi. Pour l'instant, c'est un moment, on va dire, neutre de la bataille. Il ne se passe plus grand chose. On est à K4. L'ennemi est revenu sensiblement à la même hauteur. On a quelques points d'avance parce qu'on a capturé le centre de la base et qu'il n'y a plus personne pour nous contester. Loma s'est fait sortir par Numex. Voilà, ça c'est fait. Numex qui est le dernier survivant. Le Kongu vient d'être tué par l'Octopskeia. Et le dernier survivant, c'est le Numex. Donc vous voyez, je reste toujours avec un cuirassé. Toujours. Je ne joue jamais les électrons libres quand je suis en Émile Bertin. Ou alors sous la torture, quand je ne peux pas faire autrement. Et là, pour moi, mon propos, c'est de protéger New Mexico des tortues du Fuchun. Donc je reste devant Numex. Et je suis là pour spotter les torpilles. Et pour chasser le DD panasiatique. Encore torpille la smoke. À mon avis, il doit savoir que je torpille la smoke. Donc je le mets en position d'instabilité mentale. Il sait qu'il est en danger. Donc il est obligé de bouger. Ceci dit, bon, c'est un destroyer, donc il est très furtif. Et en sortant de sa smoke, il ne se fera pas forcément voir facilement. Donc, il est temps de revenir un tout petit peu vers le centre, parce que New Mexico est tout simplement allé au centre, comme un champion. Parce que là, on est quand même mené, hein, 7 à 6. New Mexico s'en va droit sur les navires ennemis qui vont l'aspater. Là, je relance un gros pour essayer de choper le Fuchun. Terminé, j'ai plus d'hydro. Et c'est à peine perdu. Surtout que le Fuchun a visiblement changé de lancer ses torpilles. Le New Mexico va aller s'empaler dans l'île, donc il va mourir. Un navire à l'arrêt, c'est un navire perdu. Dans ses torpilles sur le New Mexico. 3 torpilles japonaises. Voilà, boum. Enfin, il y a du Fubuki, d'autres Fubuki qui en a intercepté une. L'Octopskeia qui lui veut se faire un petit libertin. C'est son choix. Il peut toujours essayer. Même si dans la réalité, bon, il va me faire très mal. Hein. Vous allez voir ça. Là, il sait que je fonce sur lui, donc il se dit intelligemment, je vais changer de cap. Bah, je vous avais dit qu'il allait me faire mal. On n'est plus que 4. Et là, le Fuchun qui est dans le coin vient de me lancer une torpille. Ça, c'est ses obus. Un peu de frustration, parce qu'il a vu que j'allais les éviter, ces torpilles. Donc, l'Octopskeia s'est éloigné. J'ai aucune envie de lui lancer des torpilles, ça sert à pas à grand chose. Même s'il est très lent, il est à la nuit de ma portée et il les évitera maintenant. On a perdu un aérodrome, on était que 3 contre 5. La partie est très mal engagée maintenant. Là, j'empêche juste en restant là qu'on capture la base centrale. Mais c'est juste mon propos.
Surtout de me planquer aussi, parce que mon moteur cassé, ça c'est récurrent chez les libertins. Le moteur cassé, c'est très souvent. Là, on me voit pas, je peux réparer tranquillement, et surtout me faire oublier. Et troisième chose, j'empêche le cap du centre. Donc l'écart est quand même conséquent, hein, 115 points, c'est beaucoup. Mais il reste 8 minutes, alors on sait jamais. Voilà, là, mon moteur est réparé, je vais pouvoir repartir vers de nouvelles aventures. Je redémarre tout doucement, j'attends, et voilà. J'ai cherché le Fuchun, je l'ai trouvé, donc j'ai plus d'hydro, c'est bien dommage. J'ai lancé mon avion pour opérer le Fuchun, malheureusement. Et là, est-ce que je lance? Et non. J'ai vu l'anglais. Donc là, j'ai coulé le Fuchun. Et l'anglais, je me suis dit, s'il me voit pas à cause de la smoke, il va prendre mes torpilles. Mais il me voit. Aïe. 21 000 de dégâts. Pour l'instant, c'est pas énorme, hein, je suis d'accord. J'évite pas mal de ces roues, mais pas complètement. Il me fait très très mal. Et remarquez que je ne monte pas complètement de face parce que c'est le meilleur moyen de prendre une citadelle. Non, je n'en ferai pas mes torpilles maintenant. Voilà, maintenant, j'ai prévu qu'il accentuerait son virage sur sa droite. Il va donc se montrer légèrement le champ. Voilà. Maintenant, Noctomskaya, il envoie, et lui, depuis tout à l'heure, il me cherche. Critique au moteur. Alerte incendie. J'ai encore 13 secondes avant d'avoir mes torpilles. Problème résolu, chef. Je lui ai mis un incendie. Là, c'est ce que je vérifie. 3 secondes. Il faut que je lance mes torpilles. Je sais pas trop ce qu'il veut faire, là. Je sens hésitant. Alors je vais jouer avec ma force contre sa faiblesse. Ces tourelles sont très lentes. Je l'oblige à tourner pour éviter les torpilles. À ralentir probablement. Là il fait très mal. Il aurait pu me sortir. Mais moi je suis plus rapide que ces tourelles. Donc je vais le tourner, le contourner. Voilà. 5 secondes avant que les torpilles soient rechargées. Je peux pas le sortir au canon, ça n'a pas de sens. Donc, là, le temps qu'il tourne ses tourelles, je peux lui faire encore un peu de dégâts. Et voilà. Cuirassé ennemi coulé. Frappe, dévaste. 2 torpilles ont suffi. Maintenant, on a renversé la game. Là au bas, j'ai pas très bien compris ce qu'il faisait là-haut. Il faudrait que je revoie le gameplay, mais en me figeant sur là au bas. Donc je suis en train de chercher le Fubuki, je suis repéré, donc il est dans le coin. Je relance mon avion, histoire de le trouver. Chasseur en vol. Le voilà, mais les tourelles, même si elles sont rapides, il leur faut le temps. Je lui dis, il va lancer des torpilles sur là au bas. Qui est vraiment pas malin. Là, la manière dont il navigue. Il sait que le Fubuki est là, je l'ai spoté, donc forcément, à moins que ce soit lui qui l'ait spoté. Alors là, il a changé, mais bon, on va pouvoir faire du gagner du temps, voilà. Il va se prendre une frappe dévastatrice. Voilà. Moi, j'ai capturé les 2 bases, la totalité des bases. Ce Fubuki était en dehors, c'est très bon. Je suis à 71 000 de dégâts avec... mais il ne me reste plus que 1700 points de vie contre un Fubuki qui est beaucoup plus furtif que moi. 6 km, un peu plus. Moi je rappelle que je suis à 12. Donc là c'est chaud, très chaud. Parce qu'il y a en plus des canons, ce chameau. Alors il faut surtout pas que ce soit prévisible au niveau de ma course, parce que ces torpilles peuvent me faire mal. Là il m'enlève encore qu'une petite chouquette. Je vais casser le moteur.
Alors, et on va reprendre l'écran tel que je... Alerte incendie. Et il continue, j'ai plus que 800 points de vie. Résolu, chef. Torpille droit devant. Là, je lance mes torpilles, mais j'ai pas propos de... Et là, je suis tombé à 500 points de vie. Ouch. Voilà. Destroyer ennemi envoyé par le fond. Ça s'appelle une victoire. Nous revenons au port. Alors, que dire? D'abord, un peu bêtement, j'ai omis de prendre des écrans, mais enfin, croyez-moi sur parole, j'ai fini premier de la classe. Plus presque 80 000 de dégâts, ce qui est plutôt bien pour un croiseur de tier 5. Je n'irai pas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ce genre de bataille que je fais à chaque fois. Naturellement, je serais mentir. Mais j'ai souvent des batailles de ce calibre avec l'Émile Bertin. C'est souvent que ça arrive. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un navire que j'apprécie particulièrement que je sens? Vous savez que c'est souvent le cas d'ailleurs. Il y a des gens qui sont plus... qui sentent mieux certains navires que d'autres, certains types de gameplay que d'autres. Je connais des gens qui sont incapables de jouer des croiseurs français, qui ne les supportent pas. En tout cas, pas avant l'Algérie ou le Saint-Louis. Et d'autres qui, comme moi, adorent jouer les bâtières français, 4, 5, 6, 7. Parce que oui, j'aime jouer la Gadissonnière, même si je reconnais que c'est beaucoup plus difficile. L'Émile Bertin fait vraiment partie de mon top 5 des navires préférés. Vraiment. Tous les navires que j'ai au port, et j'en ai une tripotée, hein, l'Émile Bertin, j'ai 128 navires, pour être précis. Hein. Sur les 128 navires, dans le top 5, il y a l'Émile Bertin, incontestablement. C'est vraiment quand j'ai envie de faire un moment de plaisir absolu, je prends l'Émile Bertin, entre autres, il y en a 5 autres, il y en a 4 autres, qui ont ce privilège, on va dire, et je m'éclate bien. Donc, c'est faisable par tout le monde, je ne suis pas un joueur génial, mais si j'arrive à le faire, n'importe qui peut le faire, avec un peu de patience, avec un petit peu de rouerie aussi. Il faut être malin, il faut surtout, toujours être accompagné d'un cuirassé ou de 2 cuirassés. Ne jouez pas les électrons libres. Je n'ai réellement joué ma carte en électrons libres que lorsque le dernier cuirassé a été anéanti. À partir de ce moment-là, j'ai joué ma carte qui était basée sur la furtivité, une certaine forme de furtivité, la vitesse qui m'avait permis de contourner les ennemis, et je les ai attaqués par là où ils ne m'attendaient pas, par le nord. Donc là, forcément, par le nord, non, c'était par le sud, en regardant la carte. Je les ai attaqués par là où ils ne m'attendaient pas. Et après, j'ai joué sur ma vitesse, et vous avez vu que, pour sortir le Topskaya, c'est la vitesse qui a fait le travail. J'ai même pas tiré au canon après. Quand j'ai commencé à le contourner, ça ne servait à rien, il y avait trop de vie. J'aurais rien fait comme dégâts pratiquement, ou j'aurais fait un peu de dégâts, mais il fallait que je sorte très très vite avant qu'il me chope avec ses tourelles. Donc voilà, on en termine là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai adoré la faire. J'ai adoré vous présenter l'un de mes petits chouchous, parce que c'est vraiment l'un de mes petits chouchous. Et j'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour le jouer. En tout cas, moi, c'est ma vérité. Et c'est comme ça que je le joue. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet ce sera. En tout cas, à très bientôt, si vous le voulez bien.